Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle conférence Liboman de l'étudiant africain. L'étudiant africain qui est une plateforme de valorisation de la recherche en Afrique, de soutien aux chercheurs, de collaboration académique et dont l'objectif est de rapprocher la science du grand public. Nous sommes dans ce cycle de conférences nommé Liboman, fait par l'étudiant africain, dont le thème aujourd'hui sera le rôle de la culture dans la formation des étudiants africains. Alors, je vais me présenter, je suis Eric Mignonguet, je suis fondateur de Lignon Consulting, une société de conseil qui accompagne l'étudiant africain et qui met en place des outils comme par exemple les moyens techniques pour réaliser cette conférence. Et je serai le modérateur ce soir pour toutes les personnes qui nous rejoignent dans le live et bonsoir. Vous avez un chat qui est à disposition dans lequel on pourra poser des questions et consulter également le chat pour pouvoir voir les informations qui sont transmises par les collègues qui font la modération sur le chat. Donc, notamment le lien vers la conférence à partager si jamais le sujet intéresse des gens à qui vous pensez. Donc, ce soir, nous avons le bonheur d'accueillir sur ce plateau 4 invités de marque. Donc, le professeur Nathalie Etoquet, écrivaine et professeure de français, professeure de littérature francophone et de pensée africaine contemporaine à la City University of New York. C'est une voix majeure de la réflexion diasporique. Elle interroge les questions de mémoire, d'identité, de trauma post-colonial et de réparation à travers une approche transdisciplinaire. Son œuvre mêle analyse critique, écriture littéraire et réflexion politique. Est-ce que nous sommes à peu près dans une bonne biographie? Tout à fait, c'est parfait. Merci. Cool. Merci beaucoup. Nous accueillons également Madame Cornelia Glélé, qui est fondatrice du Festival international de films des femmes au Bénin. Vous êtes également activiste culturelle engagée pour la visibilité des femmes dans le cinéma africain à travers le Festival international du film des femmes. Vous promouvez des récits féminins et féministes en Afrique, tout en soutenant l'émergence de nouvelles voix dans l'audiovisuel. Est-ce que là aussi, la description vous paraît bonne? Allô? C'est correct. En plus, vous avez bien prononcé mon nom, ce qui est rare. Donc, merci. Ah, j'essaye. Ensuite, nous avons Madame Pascale Obolo Zougas, j'espère que je n'écorche pas le nom, qui est cinéaste, artiste, commissaire d'exposition. Vous êtes directrice de la revue Africada. Votre travail interroge les représentations, les mémoires et les héritages postcoloniaux à travers une perspective décoloniale. Vous militez également pour la revalorisation des esthétiques noires et pour une meilleure place des femmes artistes dans les espaces culturels. Est-ce que là aussi, c'est OK pour la bio? Non, il manque 2 choses. En fait, je co-dirige en fait une foire d'édition en art qui s'appelle Miss Read, qui est basée à Berlin et qu'on organise une fois par an au musée AKV. Et j'ai fondé l'African Art Book Fair, qui est aussi une autre foire d'édition dans l'art qu'on organise tous les 2 ans pendant la Biennale de Dakar. Et je suis commissaire pour les Artistic Talks de Paris Photo. Voilà. Ok. Très bien. Merci beaucoup pour ces ajouts, ces corrections. Et enfin, Pancras Zoumtchekbe, qui est chercheur en communication et acteur culturel. Pancras est spécialiste des industries créatives en Afrique, travaille à la croisée de la recherche, de l'animation culturelle et de la formation avec un intérêt particulier pour la jeunesse, l'art et les dynamiques de transformation sociale en Afrique francophone. Pancras,
Pancras nous a quittés. Bon, les problèmes de réseau. Ok. En attendant qu'ils reviennent, je vais ouvrir ce point de discussion en fait par une première question qui est ouverte un peu à tous. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'explorer le rôle fondamental de la culture dans la construction des identités étudiantes et des parcours de formation. Et en gros, ce que j'ai envie de vous demander en premier, c'est en quoi la culture est, selon vous, un socle dans la formation des étudiants africains aujourd'hui. Et on va peut-être commencer par vous, Madame Pascale Obolo. Oui. Bon, en quoi c'est un socle? Moi, je pense que par rapport à mon expérience, quand on a fondé, en fait, il y a plus de 12 ans, la revue Africada, et d'ailleurs, pourquoi cette revue d'art Africada elle a été fondée, c'est parce que en fait, dans les écoles d'art, n'était pas du tout enseigné l'histoire de l'art contemporain africain. Et quelque part, la revue Africada, la manière dont elle a été pensée et dans l'espace, on l'a en fait questionné, c'était aussi de proposer que ça soit une forme d'école alternative, mais qui soit en fait dirigée par les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que la revue est pensée comme un espace d'exposition, mais c'est aussi pensé comme un espace de production intellectuelle et artistique. Et quelque part, la culture, je pense, est un levier important pour en tout cas pour les étudiants, parce que quelque part, ça permet aussi comment je pourrais dire ça, d'avoir accès à des formes de récits qui sont souvent invisibilisées ou effacées. Et je pense que la manière dont les artistes activent et font renaître en fait ces récits qui sont effacés, ça permet à un plus large public d'avoir accès à ces récits-là. Et c'est en ça que je trouve que c'est un levier. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors, même question, je vais du coup passer la parole pour la même question d'ouverture, hein. Enfin, tout le monde va avoir cette question-là du coup pour avoir vos points de vue individuels. Donc, au professeur Nathalie Etoquet. Oui, Je repose la question, en quoi la culture est-elle selon vous un socle dans la formation des étudiants africains aujourd'hui? je dois vous avouer que peut-être par déformation professionnelle, quand j'ai entendu l'intitulé de notre discussion et la question que vous me posez, j'ai eu envie de vous demander pour vous qu'est-ce que la culture, mais j'ai bien conscience que nous ne sommes pas dans une salle de classe. Personnellement, mon travail, la fondation, ce sont les productions culturelles des populations afrodescendantes. Donc, qu'il s'agisse de littérature africaine, de cinéma ou de musique africaine-américaine ou caribéenne. Donc, pour moi, la culture, c'est l'attitude de l'humain face à son existence et face à son humanité, et les mots d'exploration artistique qui permettent de, quelque part, voyager à travers la complexité de l'humanité. Et pour ce qui est des populations afrodescendantes, la question de la déshumanisation et de la racialisation des populations afrodescendantes est au cœur des productions culturelles, dans la mesure où la culture, au final, quand on est dans une situation d'oppression et d'invisibilité, c'est le moyen à travers lequel on existe. Et on existe en dépit de tout ce que le monde extérieur, et particulièrement blanc ou suprémaciste et capitaliste, peut projeter sur vous. Donc, quand vous parlez de culture africaine, honnêtement, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit, parce que l'Afrique est une invention de l'Occident. Il y a sans doute un substrat commun, mais une espèce de diversité, de pluralité
de notre rapport à l'existence et à l'humain, mais nous avons tous traversé une expérience esclavagiste, impérialiste et colonialiste, et nous héritons d'une positionnalité existentielle assez complexe. Alors, pour en revenir à votre question, je pense que l'étudiant africain, parlez-vous de l'étudiant, de l'Africain né sur le continent africain, qui à un certain âge, que ce soit la petite enfance, l'adolescence ou le début de l'âge adulte, se retrouve projeté dans un espace occidental. Est-ce que vous parlez de ce bagage qu'il a en lui et qu'il apporte avec lui dans ces espaces-là? Comment est-ce que ce bagage-là l'aide à négocier certaines conflictualités auxquelles il n'a pas été exposé ou à se comprendre lui-même? Ou parlez-vous de cultures afro-diasporiques issues de populations d'ascendance africaine qui sont nées en Occident, n'ont jamais vécu dans des pays où, parce que tout le monde est noir, personne n'est noir? En fait, il y a plusieurs conflictualités. Mais pour répondre à votre question, la culture, pour moi, et j'espère également pour les étudiants africains et les étudiants de la diaspora, c'est une manière d'avoir conscience de son humanité et de sa liberté dans un espace qui continue à vous enfermer dans des modèles qui se disent assimilationnistes et qui créent une hiérarchisation de l'humain. Voilà comment je répondrai à votre question. C'est un peu long, mais j'avais besoin un peu de déconstruire la question de la culture et la positionnalité des différentes personnes d'ascendance africaine. Ok, donc je comprends que le sujet est posé comme ça de façon très simple, recouvre plein de questions sous-jacentes. Et du coup, je me posais la question par rapport à vous, Madame Glélé, qu'est-ce que vous répondrez à cette question? Donc, je répète, en quoi la culture est, selon vous, un socle dans la formation des étudiants africains aujourd'hui? Écoutez, c'est très difficile de passer derrière le professeur parce qu'elle a tellement bien expliqué. Mais bon, je vais essayer. Ça me rappelle une anecdote quand j'étais étudiante en cinéma. On avait des cours de culture. Et c'est des cours, je ne vais pas vous mentir, un peu vagues avec un historien où on regardait des films d'Afrique du Sud, d'Algérie, etc. Un peu pour rentrer dedans. Mais l'idée derrière, ce n'était pas de nous montrer la culture des autres, c'était de nous dire, quel que soit le film que vous faites, mettez un peu de vous dedans. Donc pour moi, la culture, c'est au-delà de ce qu'on partage, c'est quelque chose de personnel parce que moi, je suis béninoise et la culture que j'ai, c'est pas la même que celle d'un Béninois qui a grandi en France, par exemple. Mais ce qui est important pour cette personne qui a grandi ailleurs et pour moi, c'est d'où est-ce qu'on vient, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre façon de parler, de nous habiller. Et je pense que tout ça, c'est important de le montrer dans nos œuvres. Tout ça, ça participe à donner une identité à nos œuvres. Et si dans les cours, si dans les formations, on peut rappeler ça aux personnes sans les obliger à parler de ci ou de ça, ce serait très important. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Et nous accueillons à nouveau Pancras. Donc, Pancras, tu nous entends? Oui, je vous entends. Toutes mes excuses. J'avais un petit souci à régler. Pas de souci, pas de souci. Donc, du coup, je ne sais pas si tu as eu... je tutoie Pancras parce qu'on se connaît un peu. On Bien travaille sûr, il n'y a pas de problème. ensemble sur l'étudiant africain. Du coup, la première question, c'était en quoi la culture est, selon toi, un socle dans la formation des étudiants africains aujourd'hui? Alors, je voudrais déjà remercier l'équipe de l'étudiant africain pour l'invitation parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant que nous essayons d'aborder sans aucune prétention de pouvoir l'aborder de manière globale et exhaustive. On est dans une approche de co-construction. Donc, merci beaucoup à l'équipe de Linda, de l'étudiant africain, pour cette invitation. Pour répondre à cette question, je voudrais proposer qu'on se pose une autre question, à savoir quel type d'étudiant est-ce qu'on espère avoir quand on tient compte des défis qui sont les nôtres aujourd'hui sur le continent africain.
il faudrait qu'on s'entende sur le fait que les rejetons, pardon d'être un peu péjoratif dans le terme, les rejetons de nos universités, de nos écoles, il faudrait qu'on s'entende sur le fait que cette personne-là soit des humains capables de pouvoir apporter beaucoup de plus-value pour affronter notamment les défis géopolitiques, géostratégiques, sécuritaires, sociaux, humains, qu'on a, tout ce que vous voulez. Et donc, si on s'entend sur le fait que c'est ce genre d'humain-là qu'on veut, on peut se demander qu'est-ce que la culture apporte sur la table pour qu'on puisse viser ce genre d'humain, pour qu'on puisse avoir ce genre d'humain à la fin des processus de formation, à la fin des cursus de formation. On se rend compte qu'en réalité, la culture, quand on en parle, c'est un ensemble d'éléments, de valeurs, de savoirs, de connaissances qui justement permettent justement à ce que l'on puisse finalement avoir des humains qui ont un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'aptitudes, un certain nombre de savoirs et de connaissances ancrés en concordance avec leur réalité sociale. Et c'est pour ça qu'on peut se dire, sans risque de se tromper, que la culture, fondamentalement, est et devrait être la colonne vertébrale quand on parle de formation sous nos cieux, notamment en Afrique. Ok, très bien. Ce que je résume et ce que j'ai compris à peu près jusqu'ici, c'est que on a plusieurs définitions et notamment il y a un point important qui est, en fait, envers qui se tourne ce terme de culture, à savoir que chaque personne la vit de façon différente et dans chacune de vos activités, en fait, vous avez une façon un peu propre à vous de la mettre en œuvre avec des questionnements qui vont apporter un certain éclairage en fait dans ce que vous faites de façon individuelle à travers votre histoire, à travers les situations dans lesquelles vous vous retrouvez, à travers le fait qu'on soit sur le continent ou qu'on soit pas sur le continent justement, à travers le rapport à l'autre personne qui vont rentrer tous en compte. Et finalement, cette question qui nous paraissait assez anodine, revient en fait à définir la culture d'une façon claire. Et j'espère qu'on a à peu près réussi à lui donner une couleur par rapport à ce que chacun d'entre vous a dit. Alors, dans la suite de cette première phase de questions, j'aimerais me tourner vers vous, le professeur Nathalie Etoquet, pour vous demander comment les langues, les récits, les imaginaires africains participent à une éducation intellectuelle décoloniale. Alors, je sais que le mot décolonial est très à la mode. Et j'ai souri quand j'ai vu la question parce que maintenant, il faut tout décoloniser, même ici en Amérique. Alors, il faut décoloniser le curriculum, il faut décoloniser l'université, il faut décoloniser. Bon, je comprends la portée de la question, n'est-ce pas? Et je ne vais pas essayer d'y échapper. Mais vous savez, quand vous êtes un artiste, et peut-être que je me trompe, mais il y a la question de la liberté et de la subjectivité et de votre humanité. Si vous vous dites, je vais écrire quelque chose ou je vais créer un imaginaire parce que je veux décoloniser, bon, ça fait partie de ce qu'on appelle peut-être les arts engagés. Et souvent, les arts engagés ne sont pas très intéressants parce que c'est idéologique, ça a un côté un peu propagande. Donc, je n'essaie pas de fuir votre question, mais je trouve que si on assigne à la littérature africaine, à la musique africaine, aux objets d'art africains, si on assigne à quelque chose d'artistique et de culturel une mission décoloniale, je pense qu'on est dans un autre domaine. Mais, pour répondre à votre question d'une autre manière, par définition, si j'estime que, et je vais donner un exemple très concret, dans une situation où on vous fait comprendre que vous n'êtes pas un être humain et que vous n'avez pas droit à la parole, si vous créez une chanson, une mélodie, si vous peignez un tableau, vous êtes un être humain qui s'exprime à travers l'objet que vous avez créé. Et la beauté, c'est également que vous pouvez partager
et d'autres peuvent également se reconnaître dans ce que vous faites. Est-ce que c'est décolonial? Est-ce que ce n'est pas décolonial? Honnêtement, pour moi, ce n'est pas la question. Mais c'est vrai qu'on peut également voir qu'il y a un type d'œuvrage artistique qui est une forme de mimétisme, c'est-à-dire reproduire les schémas, les figures imposées d'un univers culturel dit occidental. Mais j'estime que la culture africaine, pour moi, même c'est intitulé un côté essentialiste qui me gêne, parce que oui, il y a des valeurs, il y a un fond commun, il y a ce que nous sommes, que nous apportons. Mais en même temps, je ne peux pas effacer qu'on a rencontré l'Occident de manière très violente et qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas en train de m'exprimer en douala, nous nous exprimons tous en français. Donc, par conséquent, il y a une forme d'hybridité dans ce que nous produisons, mais le plus important pour moi, c'est cette idée d'avoir une voix, d'avoir une parole et de bouleverser une hiérarchisation de l'humain, pour soi-même et pour les autres. Si c'est décolonial, tant mieux, mais en même temps, je ne pense pas qu'assigner une mission décoloniale à l'imaginaire, à la création, à tout ce qui est de l'ordre de l'artistique, je pense que ça pollue un peu la qualité artistique en tant qu'elle, telle qu'elle se présente, je pense. Je vais m'arrêter là. D'accord, ok. Je vais résumer enfin voilà, je le fais comme ça en sachant que je vais forcément laisser des grands pans de ce que vous avez dit. Mais moi, ce que je comprends en fait de votre intervention, c'est plus important, c'est d'avoir une voix, d'avoir une parole. En gros, que la décolonisation est un peu secondaire, car vraiment, c'est la liberté artistique qui prime sur ce qu'on fait et ce qu'on propose en fait aux autres à voir, qui montre aussi la couleur de ce qu'on est, quoi. Alors, monsieur Eric, je ne vais pas vous laisser dire que j'ai dit que la décolonisation est secondaire quand même. J'ai essayé. Hein. Il y a la décolonisation a une grille de lecture politique. Et puis, il y a le type d'objet d'art ou la création qui naît dans un contexte politique oppressif. On ne peut pas séparer les deux, vous voyez. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je ne veux pas dire qu'il y a forcément une mission décoloniale, mais l'œuvre qu'on crée dans un certain contexte est également informée par le contexte dans lequel on vit. Mais il y a une forme de transcendance qui émerge également de ce contexte-là. D'une certaine manière, l'art est toujours en avance sur le politique. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Elles me seront très utiles et je pense aussi à nos auditeurs. Du coup, je vais enchaîner par Pascal, Madame Pascal Obolé-Zougas. Donc, la question que je voulais vous poser, c'était, vous travaillez sur le hip-hop donc, comme vecteur de transmission. Que nous apprend cette culture urbaine sur les nouvelles formes d'apprentissage? En fait, moi, je viens de la culture hip-hop. J'ai découvert ça à l'âge de 13 ans. Et en fait, la culture hip-hop ou le mouvement hip-hop aussi, c'est une culture qui vient des États-Unis, qui est arrivée à peu près qui a démarré dans les années 70 avec les Last Poets, tout ça, et qui est arrivée en France dans les années 80. Et dans la plupart des jeunes en fait qui pratiquaient en fait les disciplines issues de la culture hip-hop venaient tous en majorité à 90% des quartiers populaires, donc qui étaient issus de l'immigration, et que à cette période-là en France, c'est des jeunes dont on ne voulait pas entendre la parole, dont ils étaient totalement invisibilisés, et du coup quand cette culture en tout cas est arrivée, pour moi, ça m'a permis en fait de pouvoir m'émanciper, ça m'a permis de pouvoir en fait parler des problématiques d'une jeune fille issue de l'immigration comme moi, née au Cameroun, mais ayant fait ses études en France, pouvait questionner et pouvoir avoir un espace pour pouvoir en fait parler et dire les problématiques qui, quelque part à cette époque-là, nous intéressaient. Et moi, j'ai créé le premier groupe de Double Dutch qui s'appelait Dutch for System, dont je fais en fait les recherches ici à New York actuellement.
avec les Fantastic Four, qui est le premier groupe de Double Dutch qui est venu en France. Et c'est comme ça que, en me connectant avec ce groupe de jeunes filles afro-américaines, j'ai créé le groupe de Double Dutch. Mais pour moi, le hip-hop a créé une façon de transmettre des savoirs. Parce que quand ces savoirs-là, que ça soit la danse hip-hop, que ça soit la musique, que ça soit le graffiti, toutes ces disciplines-là n'étaient enseignées dans aucune école. Comment on a fait pour que cette culture se propage et qu'elle devienne mainstream? Eh ben, c'est l'école de la rue, dans le sens où on s'apprenait mutuellement les différentes pratiques. Moi, j'ai jamais été dans un conservatoire de musique pour apprendre à rapper ou pour apprendre à faire la musique. J'ai jamais été dans un conservatoire de danse pour apprendre à danser le hip-hop. De toute façon, à cette époque-là, pour des jeunes, pour une majorité de jeunes issus d'immigration, les conservatoires étaient super chers et donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas avoir accès. Et on a développé comme ça cette culture, on a créé des écoles et cette façon en fait de transmettre ces différentes disciplines, je trouve intéressant dans le cadre où malgré que le hip-hop, ça soit quand même une culture qui vient de la rue, ça reste quand même, le hip-hop a mis en place une forme de pédagogie à la marge. Il montre aussi comment l'apprentissage peut se faire et peut exister sans l'école, mais au sein des communautés, par la pratique de l'écoute, de l'observation, de la répétition, parce que moi j'ai passé des heures et des heures dehors pour pouvoir en fait maîtriser ma pratique artistique. Et puis aussi ce qui est intéressant, c'est quand on regarde en termes de transmission, ça a permis de réinventer, je trouve, des formes d'apprentissage, c'est-à-dire par exemple l'oralité, comment l'oralité devient un espace de savoir aussi, dans le sens les freestyles, les battles, les textes de rap, les MC qui transmettent des histoires de mémoire, de lutte, de référence, ou même qui parlent des histoires de leur quartier d'une manière assez située. Et ce que je trouve, ça l'interroge aussi sur les hiérarchies entre l'écrit et la parole, entre le savoir savant et le savoir vécu. Moi, je m'intéresse beaucoup au savoir vécu parce que quelque part, c'est aussi un savoir qui est situé. Et le hip-hop comme forme de narration à soi et qui est aussi une forme d'analyse sociétale et une rhétorique de la pensée critique. Et c'est en ça que je trouve que, quelque part, cette culture et ce mouvement a, en tout cas, mis en place une forme, je dirais, d'apprentissage, d'école alternative. Et d'ailleurs, même, on a eu un débat récemment, depuis l'année dernière, où la ministre de la Culture, le gouvernement français voulait absolument mettre en place un diplôme de danse hip-hop. Et ce diplôme-là, c'était pour moi une façon d'écarter des jeunes issus des quartiers populaires, parce que c'était quand même un diplôme, il fallait avoir déjà minimum bac plus 3. L'école était payante, 5 000 €. Et du coup, si on n'avait pas ce diplôme, on ne pouvait pas enseigner. Et comment se fait-il qu'une culture où on a fêté les 50 ans de cette culture, on a formé des tas de gens partout, sans qu'il y ait de diplôme. Et qu'aujourd'hui, voyant que c'est une culture mainstream qui rapporte énormément d'argent, l'État se décide à mettre en place un diplôme sans même les acteurs qui ont fait que cette culture devienne mainstream aujourd'hui, sans les consulter, etc., etc. Et du coup, il y a une forme de résistance qui est rentrée, et en disant que, quelque part, si un diplôme doit exister, ça doit se penser avec les acteurs qui ont fait que cette culture devienne mainstream. Ça voulait dire que, par exemple, je prends un exemple grossier, les Twins, qui sont les danseurs qui dansent avec Beyoncé aujourd'hui,
et ben en fait, qui n'ont pas de diplôme de danse hip-hop. Ça voudrait dire que s'ils veulent revenir en France enseigner, ils ne pourraient pas enseigner parce qu'ils n'ont pas de diplôme, tu vois. Et donc, c'est ça que je trouve quelque part, pour moi, intéressant et formateur, parce que moi, c'est ce qui m'a formé, c'est ce qui m'a permis, en fait, qui m'a donné des outils pour pouvoir, quelque part, me sentir libre, de pouvoir déconstruire certaines formes de pédagogie qui voulaient, en tout cas, nous enfermer dans un carcan, surtout par rapport à cette culture, le hip-hop, où dès le départ, elle a totalement été décriée, c'est-à-dire que aussi bien par les médias que par les politiques. Le rap, par exemple, c'est quand même, il y a pas mal de groupes dont les politiques ont attaqué en justice à cause de leurs paroles. Quelque part, le graffiti, c'était considéré comme un art vandale. Et aujourd'hui, des galeries, il y a des gens qui spéculent et qui, quelque part, se font de l'argent avec les artistes issus du graffiti. Et donc, toute cette production-là, quelque part, c'est créé, c'est fait sans l'aide des institutions, sans l'aide d'une école, d'une forme d'école. Par rapport à ça, moi, je vois quelques amis qui ont essayé de faire des thèses sur l'histoire du hip-hop. Il n'y avait pas de prof, on ne voulait pas trop. Beaucoup, en fait, sont partis aux États-Unis pour pouvoir, en fait, réaliser cette thèse-là. Ok, très bien, merci, merci beaucoup. Là encore une fois, je m'essaye à l'exercice du résumé. De ce que je comprends, c'est que concrètement, pour cette question, donc cette culture du hip-hop nous apprend, c'est déjà un moyen d'expression et de liberté. Donc voilà, se sentir à l'aise dans toutes ces formes et ces représentations qu'on va avoir dans la musique, dans la danse, dans le graffiti, avec de la pédagogie de la rue qui va être donnée. J'ai noté un rôle social et justement un moyen d'expression en fait de certaines classes exclues de la société d'une façon générale. Un apprentissage dans une communauté avec beaucoup d'oralité, et des formes assez peu institutionnelles d'une façon générale pour pouvoir s'exprimer et développer des savoir-faire réels qui mènent à Beyoncé. Est-ce que je résume bien? Oui, je pense que c'est aussi un outil d'empowerment et d'éducation politique, dans le sens où ça a permis à ces jeunes-là de formuler leurs rêves, leur colère, d'avoir une analyse sociétale par rapport à ce qui se passait dans les quartiers, de dénoncer les injustices et de se réapproprier leur histoire. Et ça, c'est très important, quelque part, pour moi. Très bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais du coup passer la prochaine question qui sera pour Madame Cordelia Glélé. C'est que révèle votre travail dans le cinéma sur la place des représentations culturelles dans l'éducation des jeunes? Que révèle votre travail dans le cinéma sur la place des représentations culturelles dans l'éducation des jeunes? Pardon. Merci pour la question. Comme vous l'avez dit il y a longtemps, moi j'ai un festival de cinéma au Bénin. Et quand on fait la sélection des films, je ne vais pas vous mentir, comment est-ce que la culture est abordée, ce n'est pas du tout un critère pour être sélectionné. Donc, chaque femme envoie son film et on regarde la qualité du film. Et on n'est par contre exigeant sur est-ce qu'il y a des trucs sexistes dans le film, parce qu'on a un public jeune, comme vous le dites. J'ai pas envie qu'ils donnent des baffes plus tard en disant bon, on a vu ça dans un film. Mais quand on fait les projections et qu'on regarde des films qui ont le plus de succès, c'est des films qui sont généralement dans des langues africaines, quelle que soit la langue. Hein. Donc, ça peut être un film qui vient du Cameroun et qui est en bamileke, ou un film qui est en zoulou, ou en n'importe quelle langue africaine. C'est des films qui ont le plus de succès. Et moi, je me dis, c'est bizarre. Moi, je suis pas très fan de lire des sous-titrages. Ça, je suis cinéaste, mais j'aime pas ça.
et je choisis souvent la facilité, mais je me rapproche souvent des gens pour leur demander, mais pourquoi est-ce que tu as préféré ce film, histoire de voir sur les sélections comment est-ce qu'on les fait. Et c'est juste parce que les gens, ils découvrent une culture. Donc, moi, mon festival, il est ce qu'il est, hein, mais c'est pas mon fait. Ils ont suffisamment vu de blockbusters dans leur vie. Et ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin que moi, je leur apporte des films super bien faits avec des cascades et tout. Ils ont les salles de cinéma pour ça. Ils ont envie de voir des trucs beaucoup plus originaux. Donc, je dis souvent à des réalisatrices que vous soyez moderne ou pas, quand vous faites un film, laissez une tache de vous dedans, une tâche de ce qui vous définit. Ça peut être un vêtement, ça peut être, je ne sais pas moi, une rue qui indique où est-ce qu'on est. Tout ça, pour moi, faire partie de la culture de son identité. Et finalement, c'est ce qui marche parce qu'on ne va pas se mentir. Hein. En Afrique, on est très loin de ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Et on ne va pas réinventer la roue. Je ne vois pas bien, je dis tout le temps, je ne vois pas bien quel film un Africain peut faire et faire des cascades oulala dedans et bluffer les gens en Occident. C'est comme quand on se développe et qu'on fait nos belles rues. Au Bénin, on en fait beaucoup aujourd'hui. Et je le dis souvent, ce qui va faire en fait que les gens viendront chez nous à Ouida et tout, ce qui définit le Bénin, c'est le vaudou. Donc, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la modernité que tu fais et que tu ne mets pas un peu de vaudou dedans parce qu'on est de culture vaudou, ça ne va pas intéresser les gens. Et je le dis aussi quand vous faites des films, c'est pareil. En fait, les gens, ils ont déjà vu Beyoncé, ils ont vu, je ne sais pas ma Will Smith, ils ont vu plein d'Américains faire des films, ils sont allés sur l'espace, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. Donc, vous, avec les moyens techniques qu'on a, vous ne pouvez pas faire un truc qui bluffe en fait les Occidentaux ou qui bluffe tout simplement les Africains. Ils nous bluffent, nous. Donc, ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est vendre notre culture, c'est se la réapproprier, c'est l'utiliser, la rendre moderne comme on le veut, la rendre unique et en parler. Et ça, j'en parle pas mal aux réalisatrices. Et je vois que de plus en plus aujourd'hui, les films africains qui émergent, c'est des films qui parlent de nous, c'est des films qui nous ressemblent. Et c'est vrai, comme l'a dit la professeure, on est 54 pays, donc on ne se ressemble pas tous. Déjà, même dans un seul pays, on ne se ressemble pas tous. Quand on prend le nord, le sud d'un pays, généralement, on ne se ressemble pas. Mais c'est important de montrer à l'autre à quoi est-ce que nous, on ressemble. Et comme ça, on apprend, on partage. Et voilà. Désolée, je ne parle pas beaucoup. On a l'habitude de beaucoup parler. Je ne suis pas scientifique, je suis artiste. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la question. Ok. Très bien, parfait. Donc, de ce que je comprends, en gros, c'est utiliser notre culture et utiliser notre identité, donc ce que vous donnez, faites passer en fait comme message aux réalisatrices avec qui vous travaillez, c'est voilà, utiliser notre culture et notre identité et mettre ce qui nous ressemble et le montrer en fait aux autres, aux spectateurs. Voilà, faire valoir en fait ce qui nous définit pour apporter ce que vous constatez en fait sur le terrain concret, qui est que les films qui ont le plus de succès sont par exemple ceux qui sont dans des langues que des gens ne comprennent pas forcément. Est-ce que je suis à peu près bon ou il y a des petites corrections à apporter? Et je vais ajouter, si vous permettez, notre histoire, on l'a pas écrite. Ce que moi j'ai appris à l'école, c'était de l'oralité, donc notre histoire, on l'a pas écrite. Et aujourd'hui, on a Internet, on a tout. C'est la chance pour nous de réécrire notre histoire, de dire notre part de vérité, de dire comment est-ce qu'on la vit, comment est-ce qu'on la sent. Et on a le cinéma pour ça, on a la musique pour ça. Et voilà, utilisons-la, quoi. Envahissons le monde avec notre culture, avec nos cultures. Voilà, on a beaucoup de culture. Ok, très bien, merci beaucoup. Et enfin, je vais clôturer ce tour de table par Pancras. En tant que journaliste, quelle rupture ou continuité observes-tu entre culture médiatique et formation des jeunes citoyens africains? Écoutez, vous faites bien de poser la question parce que dans un récent travail de recherche, j'ai beaucoup lu Edouard Bernays, le pape même des relations publiques, très connu dans le milieu médiatique pour ses réflexions, qui disait que certes, les médias ne sont pas super, tout puissants, méga puissants. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de minimiser la force de frappe des médias
c'est de croire en un caractère inoffensif des médias pour dire que c'est véritablement pertinent de penser que la culture médiatique, les contenus médiatiques peuvent et ont une influence certaine sur la formation. Et quand je parle de formation, il ne s'agit pas seulement de ce qui est dit dans les salles de classe ou dans les amphithéâtres. Il n'y a que les éléments que les jeunes citoyens peuvent entendre, peuvent voir, peuvent influencer et participer à leur formation. Et pour répondre à la question, je voudrais vous soumettre un petit exercice qu'on va peut-être faire ensemble. Lorsqu'on fait une petite comparaison entre les médias auxquels nous sommes exposés aujourd'hui, les jeunes, pas pour dire que nous on est vieux, mais les plus jeunes y compris, les médias auxquels on est exposé aujourd'hui et les médias auxquels nous étions habitués il y a une vingtaine, une trentaine d'années, vous allez voir qu'avant, on était beaucoup plus habitués à des médias comme les journaux papier, vous allez voir la radio, la télévision classique et tout ça. Et avant, quand l'on nous enseignait quelques notions en rapport avec les médias, nous avions la possibilité de catégoriser ces médias-là en disant qu'il y a la presse papier, qui est un média froid, la radio, la télévision, qu'on peut considérer comme média chaud et tout ça. Mais à un moment donné, aujourd'hui, j'ai envie de faire remarquer que nous sommes à l'ère des médias qui ne sont plus seulement chauds, mais bouillants. Et peut-être que nous allons tendre vers des médias volcans. Et ce qui suit cette catégorisation de médias-là, c'est que les contenus médiatiques, à un moment donné, quand on les questionne, vous allez voir que un peu moins qu'avant, ne font plus forcément paraître des contenus, j'ai envie de dire, qui sont en concordance avec nos réalités culturelles. Et c'est là même que se situe, j'ai envie de dire, la fracture qu'on remarque, parce que nous sommes à une ère où nous essayons de promouvoir, en tout cas pour un certain nombre de personnes, de promouvoir le fait que la culture, qu'on le veuille ou pas, représente et devrait pouvoir représenter la colonne vertébrale quand on parle de formation des jeunes citoyens. Mais on remarque à l'antipode que les médias qui intéressent beaucoup plus les jeunes aujourd'hui ne sont plus forcément des médias. Je vous parlais peut-être de TikTok, des podcasts et autres. Les moyens de communication, de diffusion de l'information ne sont plus forcément des moyens qui, à un moment donné, promeuvent fondamentalement la culture. Parce que vous prenez le cinéma, par exemple, évidemment, sur certains cieux, vous allez voir que lorsque la rareté se présente, lorsqu'un élément très rare se présente, il attise de la foule. Et c'est un indicateur, comme Corneille disait, oui, on peut voir que de temps en temps, ça attise beaucoup de foule, mais c'est un indicateur aussi pour faire remarquer que ce qui bombarde les médias qu'on a aujourd'hui, c'est plus forcément des contenus qui sont attachés à nos réalités culturelles. Et donc là se situe toute la fracture pour se dire, mais écoutez, même les médias qui étaient des médias classiques tendent vers la modernité, puisque la demande aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, reste encore une fois des éléments qui parfois ne sont pas tout le temps rattachés à notre culture. Donc là se situe véritablement la fracture de la reconnaissance de notre identité pour voir, mais qu'est-ce qu'on propose au niveau des médias comme contenu pour permettre à ce que les jeunes qui aujourd'hui sont au prime, j'ai envie de dire, de leur cursus de formation pour devenir des humains capables d'apporter de la plus-value demain, quel genre de contenu est-ce qu'on propose dans les médias pour que ces jeunes-là puissent, à un moment donné, être tout le temps rattachés à leur culture? C'est la véritable interrogation à laquelle on peine à trouver des réponses véritablement efficaces et palpables. Ok, très bien. Mais pardon, mais pour moi, en fait, quand je comprends ce point de fracture que tu évoquais, notamment dans les contenus, tu penses à quoi, en fait? Est-ce que tu peux donner un exemple pour que je le comprenne un peu mieux, ce point-là? Je donne un exemple banal pour les chansons.
comme illustration. Lorsque vous parcourez un peu les médias d'il y a 20-30 ans, vous allez voir que les chansons étaient justement des chansons qui avaient beaucoup rapport avec nos rythmes endogènes, les rythmes culturels de chez nous, et on se retrouvait pleinement là-dedans. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez les contenus médiatiques au niveau donc des structures de médias auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui, c'est plus forcément la même chose. Les chansons que nous écoutons, l'art auquel nous sommes exposés, ce sont plus des éléments qui sont fondamentalement rattachés à notre culture. Là se situe toute la fracture qu'on peut véritablement remarquer. Et la question se pose véritablement au niveau des structures médiatiques, à savoir quel type de contenu est-ce qu'on propose pour trouver le juste équilibre, pour rester quand même collé à notre culture, pour que cela soit aussi profitable aux jeunes. Monsieur Eric, est-ce que je peux ajouter une note en bas de page? En fait, merci, Monsieur Pancras, pour cette contribution, parce qu'en fait, il renvoie à la question initiale que je posais. Donc, quand je vous écoute, j'ai une idée, je vois ce que vous voulez dire, mais je veux ajouter 2 autres éléments. Premièrement, est-ce que la culture, d'une manière générale, je ne parle même pas que de culture africaine, est-ce que les cultures sont figées? Première question. Deuxième question, nous vivons dans une société capitaliste et globalisée. Par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle maintenant Afrobeat. Moi, quand je pense à Afrobeat, je pense à Fela Ransom Kuti. Mais quand ma petite nièce pense à Afrobeat, elle pense à Burma Boy, Davido, etc. Et cette musique-là, je l'entends ici à Harlem. Et la diaspora se saisit de cette musique, même si pour moi, c'est une forme commerciale qui permet de globaliser une certaine africanité, mais une africanité que l'Occident peut consommer et que l'Afrique aussi consomme, et puis aussi une fracture générationnelle. Mais en même temps, il y a cette musique dont vous parlez de l'enfance. Je pense que si on parle de la culture comme, comment on dit ça en français? Un élément figé. Floating signifier, un signifiant, un signifié qui flotte dans l'air à l'extérieur du contexte socio-politique et économique qui justement informe la culture, on va se retrouver dans une situation où on est enfermé dans la dichotomie. Par exemple, Nollywood. Vous avez Nollywood sur Netflix. Les gens regardent Nollywood en Jamaïque. Les gens regardent Nollywood à Harlem, à Chicago, à Douala, à Cotonou. Mais quand moi je vois Nollywood, c'est une certaine représentation et misrepresentation de l'Afrique contemporaine, mais ça renvoie de part et d'autre une certaine image de l'Afrique. Ce ne sont pas les films de Widressa Ouedraogo ou de, comment il s'appelle, Basek Bakobio ou de mon compatriote Dekolo, mais c'est toujours une forme de cinéma africain. Donc, en fait, et c'est ma question initiale, comment est-ce que justement on gère ces conflictualités culturelles? Parce que nous faisons partie de ce monde où la musique peut se faire à partir d'un ordinateur et puis seulement à partir d'une guitare. Elle se fait comme ça à Douala, à Paris, etc. Mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il y a une fracture, mais est-ce que cette fracture n'est pas aussi liée à une forme d'hypercapitalisation de la société et les cultures dites africaines ne sont pas isolés comme monades et font partie de ce monde où nous sommes pour eux au souffle des influences extérieures, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on va disparaître. Même si moi, personnellement, je préfère Fela Ransom Kuti à toute la nouvelle musique, mais peut-être que je me dis que c'est parce que je vieillis aussi, je ne sais pas. Vous savez, c'était toujours bien avant, je n'en sais rien. Mais c'est juste compliquer un peu la conversation sur la culture en donnant des exemples spécifiques de cultures dites africaines qui deviennent globales et qui sont sur le marché capitaliste et qui font écho à ce que Mme Ombolo disait tout à l'heure, à partir du moment où une certaine culture peut être commercialisée, elle est réifiée, elle devient un produit commercial. Par exemple, aux États-Unis, c'est les Blancs qui rendent les artistes de hip-hop riches parce qu'ils consomment plus. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont vraiment un rapport apaisé aux messages diffusés dans cette culture, aux populations afrodescendantes qui ont créé cette culture? Je dis toujours, they love the culture, but they don't love the people. Donc, il y a aussi cette dimension-là dans cette conversation qui contribue à la réification de la culture. Je suis désolée, je ne pouvais pas m'empêcher de contribuer un peu à la conversation.
Merci beaucoup, professeur. Deux éléments très intéressants que j'identifie. Il y a le dynamisme de la culture qu'on peut noter. Oui, il faut être très clair là-dessus. On saurait considérer ces éléments culturels-là, en tout cas pour beaucoup, comme des éléments figés. Et l'autre chose, l'hypercapitalisation. C'est pourquoi j'essayais de mettre l'accent sur le fait que les entreprises médiatiques, puisque c'est de ça que moi je parle spécifiquement, les entreprises médiatiques sont des entreprises à part entière qui ont aussi besoin de faire du chiffre comme tout le monde. Et donc, ils présentent des contenus médiatiques qui, eux aussi, peuvent être consommés par le monde. Et donc, le risque qu'on court bien souvent, c'est que en essayant d'être consommé par les autres aussi, on finit finalement par oublier tout ce qui nous définit nous-mêmes. Et c'est ça l'autre risque qu'il ne faut pas perdre de vue en essayant d'être accepté, en essayant d'être consommé, en forçant même parfois pour être consommé par les autres. On finit par totalement oublier ce qui nous définit. Et vous allez voir que cette mutation ne va pas en gardant le maximum qui nous définit en tant qu'Africains, mais cette mutation va en ayant quelques traces seulement de ce qui nous définit comme Africains. Et finalement, vous allez voir que au niveau des médias sur le continent africain et pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne en particulier, on va en adoptant des contenus qui se départissent de plus en plus de nos réalités africaines et qui vont, dans une certaine mesure, africaniser les réalités des autres. Et c'est ça même le risque qu'on court aujourd'hui. Et c'est une très belle question. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre tout en restant nous-mêmes pour être acceptés aussi par les autres? Ok, très bien. Moi, je voudrais rebondir en fait sur ce début de débat pour poser une question à Madame Pascale Obolé. C'est en fait là par rapport à ce que disait tout à l'heure le professeur Etoke, je trouve qu'il y a ce côté un peu une culture qui est dans un univers et dans un monde capitaliste, hein, ancré, positionné, enfin une construction et une structure sociale qui est assez forte. Et je voulais vous entendre en fait, entendre votre point de vue par rapport à cette percée du hip-hop et enfin une culture entre guillemets qui est là depuis 50 ans et qui a su se faire sa place à part entière et à être enfin, voilà, mainstream, consommé par les Blancs, comme disait le professeur, enfin en tout cas, enfin, pas que, mais consommé par les Blancs et qui a dépassé en fait toutes ces barrières. Donc comment est-ce que vous voyez le côté, enfin cette histoire et cette diffusion en fait du hip-hop d'une façon générale enfin, pour rentrer en fait dans tous les imaginaires de tout le monde, quoi. Déjà avant de répondre à la question, effectivement, je voulais un peu aussi continuer un peu à interagir par rapport à ce que Madame Ekoto disait. C'est vrai qu'en termes de production, il est aussi important de regarder le matériel avec lequel les artistes produisent en fait leurs œuvres. Quand on regarde par rapport à la musique, effectivement, par rapport au hip-hop, c'est une musique qui se fait avec l'ordinateur. Le problème, c'est que, par exemple, il y a des plugins qui sortent. Tout le monde utilise à peu près les mêmes applications, les mêmes plugins. Par exemple, on remarque que, par exemple, ces 10 dernières années, l'utilisation du vocodeur dans toutes les voix, etc. Et donc, ça entraîne une forme d'uniformisation de la production, puisque, quelque part, la majorité de ces artistes, que tu sois en Afrique, en Amérique du Sud, ou aux États-Unis, en Europe, on utilise les mêmes ordinateurs, on utilise les mêmes machines pour pouvoir, en fait, créer. Et donc, il y a cette question d'uniformisation qui se pose
et qui est important aussi d'être questionné. Mais en même temps, cette forme d'uniformisation entraîne quelque part, entraîne que, eh ben, il y a une forme de consommation de cette culture sur le plan international et du point de vue global, d'une part. Et concernant le hip-hop, moi, ce que je trouve important, c'est que pendant des décennies, c'est vrai que le hip-hop a été perçu dans le monde académique comme un phénomène de rue subalterne, qui était souvent réduit à ses aspects spectaculaires ou aussi à une certaine forme de discours médiatique qui était quelque part, en tout cas, mis en avant pour décrédibiliser en fait cette culture-là. Mais ce que je trouve moins intéressant, et quand on regarde l'évolution du hip-hop, pourquoi quelque part cette culture a réussi à résister et à passer le temps, en tout cas encore aujourd'hui, parce que la majorité, en tout cas des jeunes, consomment la culture hip-hop dans le sens que ça soit par rapport à la danse, je disais, par rapport à la musique, mais même par rapport à l'habillement. C'est-à-dire qu'au départ, les jeunes, c'est eux qui ont quelque part mis à la mode le fait de porter des baskets, et c'est devenu très tendance, très à la mode, ce qui fait qu'aujourd'hui, avant les années 80, dans les années 70, quand on portait des baskets, c'était pour faire du sport. Aujourd'hui, maintenant, on peut aller au boulot, on peut aller à l'école, on peut faire des tas de choses. C'est devenu, cette culture est devenue mainstream. Ça a été, leur style a été réapproprié par l'industrie de la mode, parce que quelque part, c'est aussi une culture qui touche énormément de jeunes dans le monde entier, que ça soit au Japon, que ça soit en Chine, que ça soit dans différents pays en Afrique. Les jeunes écoutent du hip-hop. C'est pas comme le rock. Le rock, c'est quand même resté très européen et aussi en Amérique, etc. Mais ça a très peu eu une consommation importante dans les pays dont on dit Global South, ou même, je veux dire, en Afrique, très peu, alors que la culture hip-hop, elle touche la planète entière. Et donc, qui dit tu touches la planète entière, ça veut dire que sur le plan du capitaliste, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on va pouvoir se faire. Et toutes les disciplines, que ça soit dans la mode, il y a plein de marques qui sont nées grâce à ça. Il y a aussi des rappeurs qui ont créé leur propre marque. Il y a aussi des marques comme Adidas ou d'autres, Nike, etc., qui ont fait appel à des rappeurs hyper connus pour pouvoir en fait dessiner sa basket, et du coup, les jeunes achetaient et consommaient. Et donc, c'est vrai que c'est devenu très, très vite une culture où, quelque part, au départ, qui était pour moi une culture militante, qui avait été en fait pensée et produite pour les minorités, pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir exister. Et cette culture, il y a eu une appropriation dans toutes les disciplines de cette culture, parce que quelque part, elle touchait une majorité des jeunes, et donc on pouvait se faire beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ce qui moins m'intéresse, en tout cas de réfléchir et de partager par rapport à mon expertise sur cette culture hip-hop, c'est que c'est aussi, pour moi, moi, j'ai toujours pensé le hip-hop comme producteur de savoir. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un objet et puis aussi commercial, le hip-hop, c'est aussi une épistémologie en soi.
C'est-à-dire que les artistes de hip-hop produisent des analyses politiques, des récits alternatifs, des lectures critiques du monde. Pour moi, ce sont des intellectuels populaires dont parfois, même qui sont plus connectés aux réalités sociales que certains chercheurs, parce qu'ils sont en direct et ils racontent le direct de ce qu'ils vivent. Et ce direct-là, quelque part, a une immédiateté, on se sent concerné, on se reconnaît, et c'est peut-être pour ça aussi, on a en fait cette popularisation et cet intérêt, quelle que soit la couleur, la religion, autour de cette culture. Pour moi, c'est aussi un outil, ça reste quand même aussi un outil de résistance et aussi parce qu'il y a une façon dans les textes de rap, de la manière dont c'est écrit, de la manière dont c'est partagé, il y a une forme de propagande qui peut s'opérer au travers la production artistique des textes de rap. Mais aujourd'hui, on assiste à une forme de consolidation d'un champ de recherche légitime, tant mieux, avec aujourd'hui une acceptation dans le champ académique où il y a maintenant des hip-hop studies ou des global hip-hop conférences qui s'opèrent au sein des universités. Et ça, je trouve intéressant dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui, parfaitement. Et en plus, vous me faites une transition parfaite en fait sur une question qui est pas mal demandée par le chat, c'est le lien justement entre la culture et les disciplines culturelles, pour le dire comme ça. Donc, on parle là des arts, langage, cinéma, médias, musique. Dans la recherche africaine. Et la première question que j'ai envie de vous poser un peu à toutes et tous, finalement, c'est est-ce que ces disciplines sont suffisamment valorisées, à votre avis, dans la recherche africaine? Enfin, quel est votre avis sur la question? Je vous propose que, comme il est, en tout cas chez moi, il est 21h, donc ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Et comme on souhaite laisser un peu de temps au public pour poser des questions, je vous propose que ce soit peut-être un peu plus court dans les interactions pour qu'on puisse se laisser à peu près 1/2 heure de questions du public. Ça vous va? Donc, du coup, je redis la question. Les disciplines culturelles, donc art, langue, cinéma, musique, médias, sont-elles suffisamment valorisées dans la recherche africaine aujourd'hui? Et je propose de commencer par vous, Cordila Glélé. Au-delà de la recherche, moi, je ne suis pas du tout dans le monde de la recherche. Je suis juste artiste. C'est que c'est pas du tout valorisé dans notre vie de tous les jours déjà. Quand tu dis à quelqu'un que tu es musicien ou que tu es cinéaste, la question qui vient tout de suite après, c'est « mais à part ça, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton vrai boulot? Qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent ?» Parce que pour nous, c'est d'amusement. Donc, quand on est dans les arts, on joue, à part quand on est architecte. Et on les prend un peu plus au sérieux. Mais que ce soit la musique, la littérature, le cinéma, quelque chose qu'on fait, on nous prend pour des pitres. C'est ça, en fait, on nous prend pour des pitres. Et je pense que les personnes qui font des recherches scientifiques, ce n'est pas vraiment des sujets qui les intéressent, sauf si c'est, comme je le dis, c'est un mot que je ne connais pas. Mais je n'en connais pas beaucoup qui se sont rapprochés de moi pour me dire ton domaine, faire des recherches, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Je n'ai presque jamais vu ça. Donc, les seules personnes qui étudient et qui essaient de pousser un peu loin le truc au-delà de faire des films ou de chanter des chansons, c'est nous-mêmes qui étudions, donc qui allons en école d'art, école de cinéma, qui le faisons. Sinon, je pense que dans les personnes qui font de la sociologie, par exemple, je pense que ça pourrait les intéresser en sociologie. Mais je n'en connais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais de mon expérience, voilà, je n'en connais pas qui soit venu vers moi pour me poser des questions sur ce que je fais, etc. Sur comment est-ce que ça se situe dans la société, etc. Je ne l'ai jamais vu, voilà.
Ok, très bien, merci beaucoup. Et c'est Du dommage. coup, C'est dommage. ok, du coup, même question Ou, pour toi, hein? Pancras. Les disciplines culturelles sont-elles suffisamment valorisées dans la recherche africaine? Oui, il y a un tout petit problème que nous subissons encore aujourd'hui, un héritage plus ou moins négatif que nous subissons encore aujourd'hui. C'est celui notamment d'un manque de documentation de tout ce qui nous concerne comme réalité culturelle, comme réalité liée donc à notre continent. Et je vous assure que c'est transversal. Au cours d'une recherche dernièrement sur les relations médias et la politique de nation branding du Bénin de 2016 à 2021, nous avons été obligés d'avoir recours à beaucoup, j'ai envie de dire, de documentation qui n'émanait pas forcément de notre contexte. Des travaux de recherche, des productions scientifiques, il paraît parfois très, très compliqué de retrouver des données qui sont vraiment liées à notre contexte. Encore aujourd'hui, nous citons des personnes qui, quand elles travaillaient sur certains sujets liés donc aux arts, aux médias et tout ce qu'on veut, cette personne, d'autres CIE, qui ont réfléchi, mais pas forcément dans notre contexte, à savoir que les réflexions sont non seulement délimitées par un cadre temporel donné, mais sont aussi limitées par des réalités sociales et culturelles données. Et donc, il se fait que, encore aujourd'hui, non seulement on peut déplorer un manque de valorisation de ces éléments-là, mais il y a ce que j'appellerais une guerre contre, j'ai envie de dire, ces éléments-là. Notamment, on se demande à quoi servent les recherches dans les domaines comme les domaines politiques, le domaine social, à quoi servent les facultés des lettres et des sciences sociales dans nos universités. Il y a non seulement un manque de valorisation, mais il y a une guerre contre les entités qui, généralement, essaient quand même, tant bien que mal, de valoriser ces éléments-là dans les recherches scientifiques. Ok. Ok, très bien. Ouais, du coup, cette guerre qui fait, enfin, que tu décrivais, en fait, Pancras, est-ce que vous la vivez, vous aussi, professeur Etoke? Alors, je vais répondre à votre question de manière succincte, mais je vais distinguer les problématiques qui se posent dans divers espaces. D'une manière générale, l'université actuellement, il y a une crise des humanités parce que l'université et la production des savoirs a basculé dans une sphère, celle de la réification, où il y a l'idée selon laquelle ce qu'on étudie doit nous permettre d'avoir un travail, doit nous permettre de gagner de l'argent, et etc. Et il y a l'idée selon laquelle, d'une certaine manière, il faut encourager ce qu'on appelle STEM, tout ce qui est sciences, technologie, etc., au détriment des humanités, parce que le futur, c'est dans ce qu'on appelle STEM. Bon, je ne vais pas ouvrir ce débat. Dans le contexte africain, je pense que la question est beaucoup plus complexe parce que je ne sais pas très bien si vous parlez peut-être du fait que le travail des chercheurs en Afrique qui travaillent sur la littérature, l'art, la musique, etc., n'est pas diffusé de manière publique dans les médias, mais moi, je connais des chercheurs en Afrique qui travaillent sur ces questions-là. Mais c'est dans le cadre de l'université. Par exemple, quand je pense à les premiers chercheurs camerounais, quelqu'un comme le père Engelbert Weng, qui a beaucoup travaillé sur l'oralité et la culture musicale du Vet en pays Béti. Ça, c'est dans les années 70. Il jouait de cet instrument et il a écrit sur cet instrument. Donc, pour moi, je pense que ces disciplines existent, mais elles sont enfermées dans le carcan universitaire.
Or, vous parlez de décolonisation tout à l'heure. Dans le contexte africain, la culture est tellement vivante. Elle fait partie du quotidien. L'héritage colonial a créé une situation où il y a une division entre l'art et le vivre. Donc, en Occident, vous avez les musées, vous avez toute une structure. Mais dans le contexte africain, peut-être qu'il faudrait réinventer ou réimaginer notre rapport nous-mêmes à notre culture parce qu'elle se manifeste dans le quotidien et elle ne doit pas être enfermée juste dans une approche scientifique. Peut-être comment est-ce qu'on va pouvoir combler cet espace parce que ça crée une situation qui, en écho à l'Occident, où le travail sur la musique, la littérature, d'un point de vue académique, c'est quelque chose d'élitiste. Voyez-vous? Est-ce que c'est plutôt cette question que vous posez, mais le travail se fait. Le problème, c'est que ce travail n'est pas vraiment diffusé. Et aussi, par exemple, quand on parle au français, par exemple, les gens qui font des cours de lettres, à la base, c'était pour devenir des profs de français. Donc, il y a aussi, ou même la littérature. Donc, il y a ce côté où il y a quand même une réification du savoir. Mais si vous avez des clubs de lecture, et je ne parle pas du Centre culturel français, par exemple, ou de l'Institut Goethe, mais quelque chose de grassroots, community-based, où les gens peuvent lire des auteurs africains. Ça peut se passer. Il y a quelques mois, j'étais invitée par un festival littéraire au Cameroun qui s'appelle Lire à Douala. Ils nous ont emmenés dans des lycées et collèges où les jeunes lisent. On a eu des dialogues donc, et j'ai beaucoup apprécié cette expérience parce qu'elle comblait justement cette espèce de séparation entre les intellectuels, les écrivains et les étudiants, les élèves. Donc, on les a croisés, on leur a parlé. Et c'était des échanges enrichissants. Donc, je pense que c'est comment est-ce qu'on s'investit pour être en contact avec les populations de telle sorte qu'on ne reproduit pas les mécanismes occidentaux d'une forme d'élitisme où c'est certaines populations qui peuvent parler de certaines choses et d'autres populations en sont exclues. Ok. Très bien, merci beaucoup. Mais du coup, en fait, moi, par rapport à ce que vous venez de dire, donc cette notion en fait de division entre art et vivre, de réorganiser et de se réapproprier en fait un espace d'échange et de dialogue direct entre chercheurs et population. Qu'est-ce que le hip-hop justement nous apprend sur cette partie-là? Parce que je sais qu'il y a des samples, il y a beaucoup de textes, de poésie, de choses qui sont dites en tout cas par rapport à certains artistes que j'écoute. Du coup, je suis curieux d'entendre votre avis, Pascal Obolo, là-dessus. Alors, pardon. Ouais. Excusez-moi. Je voulais dire que je partage totalement le propos de Madame Nathalie Écouté, parce que en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie barrière entre les chercheurs à l'université et je pourrais dire les artistes ou des gens aussi, des acteurs culturels qui produisent une forme de pensée, une forme de discours que quelque part il est comment je pourrais dire ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de confiscation, je pourrais dire, confiscation de la part d'une certaine élite du savoir. Et que quelque part, effectivement, dans les universités, on fait de la recherche, on étudie sur l'histoire du cinéma africain. Moi, effectivement, mon collègue Jean-Pierre Bicolo, avec lequel je travaille beaucoup, l'année dernière, on a publié un livre sur son travail cinématographique où il proposait, questionnait le cinéma comme outil pour pouvoir en fait se réparer et réparer nos histoires. Et ce que je trouve effectivement intéressant avec la culture hip-hop, c'est qu'effectivement, c'est une culture qui est née dans la rue, qui s'est construit et qui s'est produit dans la rue avec les acteurs. Et après, il y a eu un intérêt bien plus tard de la sphère académique pour pouvoir en fait étudier. Mais ce qui est intéressant, quand on remarque beaucoup de jeunes chercheurs
qui travaillent en fait sur l'histoire et la culture hip-hop, beaucoup viennent en fait même déjà de la culture hip-hop. Beaucoup l'ont consommée, beaucoup même la consomment. Et ce qui est, moi, je trouve intéressant pour les chercheurs d'aujourd'hui et de demain, c'est pour briser en fait quelque part aussi cette frontière, cette barrière. Et ben en fait, c'est quand on étudie un sujet, quand on étudie en fait un mouvement culturel, ou pas forcément, mais c'est important de le vivre pour pouvoir mieux le comprendre et être au contact des populations dont on étudie l'histoire ou dont on étudie la culture. Et que si, en tant que chercheur, on ne vit pas nous-mêmes, on n'expérimente pas nous-mêmes ce que nous recherchons, ce que nous produisons en termes de pensée, et ben, quelque part, il y a je dirais, il y a quelque chose qui manque. Et qu'aujourd'hui, je trouve que pour qu'une recherche soit complète, pour moi, le chercheur doit aussi vivre l'expérience du sujet dont il, en tout cas, dont il fait la recherche. Et concernant pour le hip-hop, comme je le disais, effectivement, c'est plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt une culture qui a produit ses propres outils pour s'émanciper, pour s'autonomiser quelque part aussi, et que quelque part, il y avait toujours ce truc, c'est-à-dire que dans le hip-hop, c'est quand tu n'es pas content d'une situation, eh ben, fais les choses par toi-même. Ça a toujours été la devise dans le hip-hop. Et donc, c'est pour ça que, quelque part, moi, je trouve, même si maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intérêt autour de cette culture, le hip-hop est un terrain de croisement naturel entre de nombreuses disciplines aujourd'hui, pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde en sociologie, en anthropologie, pour comprendre les dynamiques de quartier ou des trajectoires de jeunesse, de processus d'identification, de marginalisation, de réappropriation même, eh ben, le hip-hop est un outil qui permet de comprendre et d'étudier en fait sur le plan sociologique, anthropologique, ces questions. Que ça soit sur le plan, par exemple, de la linguistique, à travers des études de langue hybrides, des argots urbains, de la poésie orale, eh ben, il y a, ça aide, en tout cas, ça fait progresser en fait cette discipline-là. Il y a eu un espèce de faux débat, je dirais plutôt discriminant par rapport à Yakamura, la chanteuse, où en fait, elle était très, très critiquée violemment en disant oui, mais ces textes, c'est pas vraiment du français, on comprend pas, c'est une honte. Quand on a voulu qu'elle chante en fait pour les Jeux Olympiques, beaucoup de Français la critiquant en disant oui, on veut pas que cette chanteuse représente la France parce que la manière dont elle, les textes, la manière dont elle écrit en fait ses chansons, pour nous, c'est pas le français dont on a envie de valoriser. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le hip-hop, c'est que ça vient quelque part s'infiltrer dans les discussions de comment faire évoluer les disciplines, comment par exemple faire évoluer la langue française. Et la langue française s'est beaucoup enrichie, s'est nourrie beaucoup des textes, des formules choc, tu vois, des rappeurs français. Et de même que, par exemple, que ça soit dans les études de genre, pour interroger la question de la représentation du masculin, des discours féministes dans le rap, et de la place des minorités aussi dans la culture, et ben, je trouve que quelque part, justement, la culture hip-hop permet de pouvoir en fait comprendre et aussi créer des outils pour pouvoir en fait créer un croisement envers des nombreuses disciplines aujourd'hui dans la sphère académique, que ça soit aussi dans l'histoire et la science politique pour explorer les mémoires de lutte, les rapports de pouvoir ou les contestations sociales, quelque part. Ok.
Très bien, très bien. Merci, merci beaucoup pour ce retour. J'avais une question à poser un peu rapidement à Cornelia Glélé, si possible. Est-ce que vous, dans vos travaux aujourd'hui, vous utilisez des travaux de recherche académique? Quels sont les ponts en fait que vous créez dans vos productions cinématographiques? Enfin, s'il y en a, hein, bien sûr. Je ne sais pas si elle est là. Pardon, est-ce que c'était pour moi la question parce que j'ai été coupée, je ne sais pas trop ce qui Oui, s'est tout passé. à fait. Pardon. Non, je demandais si dans vos travaux, vous utilisez des fois des éléments de recherche académique pour enrichir voilà, ce que vous faites. Est-ce que ce pont-là que vous disiez ne pas se faire dans un sens, est-ce que vous le faites Est-ce dans que je le l'autre? fais dans l'autre sens? Voilà. J'hésite entre une réponse politiquement correcte et une réponse honnête. Ah, bah les deux. Non, je ne le fais pas. Honnêtement, je ne le fais pas parce que, en fait, j'ai jamais pensé. Moi, je vais être honnête, j'ai jamais pensé. Moi, quand je pense à un film, ben, je me mets sur mon ordinateur, j'écris et après, je regarde les protagonistes, de quoi est-ce que j'ai besoin et j'essaie de faire de vraies immersions au sujet de mes personnages et j'avance comme ça. Mais là, je n'ai jamais eu de film qui même se passe dans le milieu universitaire, maintenant que vous en parlez, pour avoir ce besoin-là. Mais avec cette conférence, voilà, vous m'éduquez aussi. Je pense que c'est important de faire ce pont entre ceux qui font de vraies recherches et ce que nous, on présente sur le tableau. Donc, voilà, nouvelle adepte des recherches universitaires. Mais voilà. Très bien, très bien. Et professeur Etoquet, une petite question rapide, mais pour vous, en fait, aujourd'hui, enfin, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais je voulais bien comprendre ce point-là. La place des humanités, en fait, dans les débats scientifiques, notamment africains, vous la voyez comment, en fait? C'est une question très complexe et je ne peux pas répondre en 5 minutes, honnêtement, parce Ok. que j'ai vu une question je pense que c'était Linda qui demandait qu'on revienne sur le rôle de la culture. Je ne sais plus très bien comment elle avait formulé sa question par rapport à l'étudiant africain. Il y avait aussi une question du développement. Il y avait quelque chose entre le développement de nos pays, le rôle de la culture dans la formation de l'étudiant africain et ce que nous pouvons faire pour développer nos pays. Et je conseille à tout le monde de lire le livre de Walter Rodney, Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Are Africa underdeveloped? Are Europe underdeveloped? Africa? Ah, merci. Quelle est la place des travaux des étudiants et comment ces derniers contribuent au développement de nos pays? Alors, Linda, pour être honnête, vous avez des chercheurs africains qui vivent en Afrique. Vous avez les chercheurs de la diaspora africaine qui vivent en Occident. Ceux qui vivent en Occident ont accès à certaines ressources. Et ceux qui vivent en Afrique n'ont pas accès à ces ressources-là. Donc, avant qu'on parle même des questions de ce que l'étudiant peut faire pour développer nos pays, il faut commencer par les fondations. C'est-à-dire, l'étudiant ne pourra rien faire tout seul tant que d'un point de vue structurel et étatique, des choses ne sont pas mises en place de telle sorte que c'est le travail de tout le monde, c'est un travail d'équipe. Et vous parliez de la culture. Je vais un peu schématiser, mais c'est un raccourci historique parce que je ne voudrais pas non plus faire comme s'il n'y a pas une culture africaine. Dans la philosophie africaine, notamment les anglophones, ils ont parlé beaucoup de ce concept de l'Ubuntu. I am because we are. Because we are, therefore I am. Je suis parce que nous sommes. Parce que nous sommes, donc je suis. Alors, dans la philosophie africaine, c'est l'idée que le rapport de la culture africaine, de l'être humain en Afrique au monde, est un rapport interrelationnel. C'est-à-dire que ce qui fait de nous des êtres humains, ce sont les relations que nous avons les uns avec les autres. Donc, il y a un tissu de solidarité. En Occident, après les Lumières, vous avez Descartes, etc. Je pense donc je suis. Et je fais très vite sur la dimension hyper-capitaliste du projet occidental où c'est la propriété privée et on vous raconte des histoires de démocratie. Mais vous ne pouvez pas séparer la démocratie du capitalisme.
Nous, on vit dans des États-nations que nous n'avons pas créés. Donc, quand on me parle même de liberté de culture africaine, je dis, mais qu'est-ce que c'est que l'Afrique? Qu'est-ce que c'est que le Bénin? Qu'est-ce que c'est que le Sénégal? On ne sait pas décoloniser des structures qu'on nous a imposées. Par conséquent, on hérite d'un système éducatif colonial, on hérite d'un système économique colonial, on est projeté dans la colonialité de notre existence. Et demander aux Africains de se développer à partir d'un monde qui est fondé sur l'extraction et l'exploitation économique des Africains, qu'il s'agisse de leurs ressources ou de leur main-d'œuvre, pour moi, c'est une aporie épistémique. Parce qu'on ne peut pas parler de développement tant qu'on n'a pas réglé les déséquilibres socio-économiques. Mais ça ne veut pas dire que je suis une prêtresse du désespoir. Mais je veux juste qu'on commence déjà à réimaginer la manière dont on se situe dans l'économie. Ce dont je vous ai parlé, le « je suis parce que nous sommes », ça renvoie à l'idée d'une économie solidaire. Mais peut-être que c'était un bel idéal précolonial. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un système capitaliste. Que veut dire l'économie solidaire dans le système capitaliste? C'est par exemple les gens qui vivent en diaspora et qui travaillent jour et nuit pour envoyer de l'argent en Afrique. Vous voyez? Et cet argent-là n'est pas réinvesti, mais pour gérer le quotidien. Donc, le problème du développement n'est pas qu'un problème économique. Nous avons des problèmes politiques, culturels, économiques, parce que nous sommes dans une forme d'hybridité existentielle qui nous a été imposée. Donc, l'étudiant africain doit faire ce qu'il peut, mais en même temps, il doit se demander, est-ce que dans mon modèle de développement, je suis en train de reproduire les mécanismes du capitalisme? Tout le monde va aller faire les affaires en Afrique. C'est bien beau. Dire que l'économie, c'est le développement, mais c'est de quel type d'économie? L'économie occidentale est fondée sur l'exploitation et la prédation. Est-ce que l'étudiant africain essaie de développer un modèle économique en relation avec notre interrelationnalité? Est-ce que c'est fait? En Tanzanie, il y a eu le modèle de l'Ujamaa dans les années 70. Ça n'a pas trop marché. Mais je pense qu'il faut se poser des questions épistémiques sur notre rapport au monde, notre rapport à l'argent, notre rapport aux ressources, parce que nous sommes impliqués dans une société capitaliste. Si nous voulons mettre en avant des valeurs de solidarité, de soins, de care et de rejet de l'exploitation, il faut développer des modèles économiques. Mais vous avez le chercheur sociologue Jean-Baptiste Tonda, qui est gabonais, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Afrodystopie. Il dit que les Africains vivent en Afrique physiquement, mais que leur imaginaire est complètement extraverti. C'est-à-dire que nous avons intériorisé le mode de vie occidental et la réussite pour nous maintenant, c'est reproduire ce que les Occidentaux ont acquis. Mais également, il nous dit que ce qu'on oublie, c'est que toute la richesse occidentale a été fondée sur la prédation et l'exploitation. Nous, qu'est-ce qu'on va exploiter? Qu'est-ce qu'on va voler? C'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on crée quelque chose de différent, sachant que certains d'entre nous estiment que le modèle occidental, c'est le futur. Il suffit juste de l'appliquer à notre manière en Afrique. Et je m'arrête là. Je suis désolée, j'ai été très longue, mais c'est une question très complexe. Ok, très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Moi, en fait, elle m'évoque un autre point et peut-être un peu court, mais je vais redonner un peu la parole à Pascal Oubolo, justement, du fait du hip-hop qui, pour moi, est quand même un point symbolique de quelque chose qui n'est de rien et qui finalement arrive à conquérir le monde entier, à produire de la valeur pour des gens, à faire grandir des communautés. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement justement précis pour pouvoir répondre à cette question que Linda a relevée du plateau et qui pourrait être pas mal de remettre. Ouais, si elle peut remettre la question, ça serait. Ouais, je vais la retrouver et l'enlever très vite. Alors voilà, c'est ça. Peut-on revenir à la place de la culture dans le parcours des étudiants africains? Quelle est la place des travaux des étudiants et comment ces derniers contribuent au développement de nos pays? Ben, en fait, moi, je dirais que, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, effectivement, il faut faire la différence entre les étudiants qui vivent sur le continent et la diaspora, mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a une circulation des savoirs
parce qu'en fait, il y a des étudiants-chercheurs africains qui sont invités dans les universités américaines, dans les universités européennes. Il y a même ceux qui font des thèses, qui font maintenant une partie de leur thèse dans leur pays d'origine et l'autre partie en Occident. Donc, quelque part, moi, je trouve que quand même, il y a des échanges et des circulations entre les chercheurs ou les étudiants africains et ceux de la diaspora. Par contre, il y a quelque chose que moi, j'ai beaucoup remarqué, que je trouve triste, c'est-à-dire que beaucoup de chercheurs et de penseurs africains produisent, moi je trouve, avant tout pour l'Occident, pour avoir un poste en Occident, pour avoir des prix, etc. Des fois, il y a des chercheurs, par rapport à leurs recherches, ils préfèrent être publiés par une maison d'édition qui est en Occident, que plus par rapport à une petite maison d'édition qui se trouve sur le continent. Donc, il y a aussi quelque part cette forme je trouve, de mépris, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne mettons pas en valeur ce que nous produisons intellectuellement et artistiquement. On attend que l'Occident nous donne les points pour dire oui, ça, ce que tu viens de produire, ça a de la valeur. Et tant que ça n'a pas de valeur aux yeux de l'Occident, on a l'impression qu'on n'existe pas, on a l'impression que ce que nous produisons, ça n'a pas de valeur. Donc, il y a quand même, je trouve, qu'il y a pas mal de chercheurs africains qui produisent, tu vois, pour avoir la reconnaissance de l'Occident. Et ça fait que, du coup, les travaux sont des fois un peu déconnectés des réalités et des attentes africaines. Et ça, c'est un peu dommage. Et il y a un livre aussi, je crois, il y a un texte, c'est venu d'un texte, en fait, de Jean-Pierre Bicolo, qui a écrit justement le livre qui s'appelle « Cinema as a Transformative Tools for the Therapeutic Intellectual ». Il explique comment le chercheur et l'intellectuel, en fait, africain, il explique l'échec de l'intellectuel africain en disant oui, si les intellectuels africains avaient d'abord produit pour le développement de l'Afrique, avant tout, l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, si l'intellectuel africain n'avait pas produit des outils pour pouvoir, en fait, permettre au développement de chaque pays africain, que ce soit sur le plan de l'économie, que ce soit sur le champ de la littérature, de la philosophie, etc., quelque part, on n'aurait pas non plus acquis ce retard-là. Et c'est pareil pour le cinéma. Beaucoup dans les débuts du cinéma africain, comme la majorité, en fait, des financements venaient de l'Europe, donc les cinéastes africains produisaient des scénarios pour faire plaisir, en fait, aux producteurs européens qui donnaient cet argent-là, et non pas d'abord pour son propre public. Et c'est pour ça que toutes ces questions-là sont aussi importantes à se poser en tant que chercheurs, étudiants africains. On produit pour qui, pourquoi? Ça, c'est vraiment, je trouve, important à se poser. À quoi va servir la production intellectuelle, artistique de l'étudiant africain aujourd'hui? Est-ce que ça va d'abord servir à développer nos pays, ou est-ce que ça va servir à développer la carrière de l'étudiant dans le monde occidental? Et ça, c'est des questions que je me pose et que c'est difficile, effectivement, pour les universités africaines de rivaliser avec ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de cette question de la fuite des cerveaux, puisqu'on parle des étudiants africains, que nos meilleurs étudiants africains, quelque part, sont récupérés par les grandes universités américaines et européennes. Et comment on fait sur le continent pour retenir, en fait, ces étudiants brillants et faire en sorte aussi
qu'ils produisent pour le développement en fait de nos pays. Mais la question, pour revenir vite fait, sur le hip-hop, pour moi, je trouve que le hip-hop, c'est quelque chose le mouvement hip-hop et la culture hip-hop a quelque part des réponses dans ce sens-là, parce que les jeunes qui se sont engouffrés dans cette culture, et ben en fait, déjà, ils sont très, très fiers, ils ont toujours été fiers d'appartenir à cette culture. La question de la fierté, pour moi, elle est aussi quelque chose d'important. La question de la valorisation, tu vois, de nos cultures. Être fier de sa culture, la valoriser. Et c'est ce que dans la culture hip-hop, c'est ce que les acteurs qui sont issus de ce mouvement, c'est ce qu'ils ont toujours fait et c'est ce qu'ils continuent toujours à faire. C'est-à-dire que être fier, valoriser et aussi la contrôler. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui créent leur propre maison, leur propre label et qui, quelque part, n'ont plus besoin de major pour pouvoir, en fait, exister. Et ça, quelque part, je trouve que c'est un exemple qui est intéressant, mais ça ne résout pas tous nos problèmes auxquels on doit résoudre. Mais ça peut être, je pense, un outil dont les jeunes, en fait, peuvent s'emparer. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces enseignements de la culture hip-hop. Et je note que, quand même, les effets structurels sont très présents, notamment pour faire quelque chose de plus institutionnel, de plus, comment dire ça, de plus entraînant, même si on voit que par le hip-hop, il y a quelques points, notamment de fierté, de valorisation, qui peuvent apporter quelques réponses en attendant une réaction de changement de système, quoi, notamment de point de vue, en fait, sur ce système-là, entre le côté on produit pour soi ou on produit avec les autres. Du coup, je propose qu'on passe aux questions du public, et en particulier la toute première qui s'affiche à votre écran, elle est pour Cornelia. Et est-ce que vous faites des diffusions des films des lauréats dans les écoles béninoises? On le fait pas seulement dans la capitale, Cotonou, Porto-Novo, mais on le fait également dans le nord du Bénin, parce que c'est une zone qui est plutôt délaissée. Mais on le fait que dans des écoles privées. On le fait pas dans les écoles publiques, ce qui est un peu dommage, parce que pour diffuser un film dans une école publique, c'est très contraignant. Il faut faire des courriers. Administrativement, c'est très lourd. Et il faut dire de quoi parle le film, etc. Et honnêtement, je n'ai pas de l'énergie pour ça. Mon équipe n'a pas de l'énergie pour ça, parce que c'est quelque chose qu'on fait de façon bénévole. On a tous nos boulots à côté. On ne va pas laisser nos boulots pour rencontrer un surveillant, ensuite un directeur. Après, c'est très long, en fait. Donc, on le fait avec des écoles privées qui sont disponibles, qui ont envie de montrer les œuvres à leurs élèves. Voilà. Très bien. Et pardon, je ne l'ai pas cité, mais c'était une question de Géraldine Lobiano. De Latifa Boutazad. Bonsoir, je remercie tout d'abord l'équipe de l'étudiant africain pour cette conférence enrichissante. Ma question est pour le professeur Nathalie Etoquet. Que pensez-vous de l'afropéanisme mis en exergue par l'écrivaine et essayiste Leonora Miano? Comment peut-il participer à dépasser le clivage identitaire et aspirer à un idéal humaniste qui reconnaît l'importance de chaque culture, et notamment les cultures et identités hybrides? Merci. Professeur, votre micro est coupé. Je disais comment faire court. Bon, le terme Afropéa, oui, Leonora Miano a écrit sur cette question des romans, des essais. C'est pour parler des populations européennes d'ascendance africaine, c'est-à-dire qu'elle partait du principe que, par exemple, sa fille, elle a grandi en France. Elle est née, elle a grandi au Cameroun, elle est arrivée en France à l'âge adulte pour faire des études. Elles ne peuvent pas avoir le même rapport à la France ou le même rapport au Cameroun, et c'est évident parce que l'espace dans lequel vous vivez façonne votre identité. Mais justement, l'idée, c'est de ne pas envisager cette identité comme clivée, mais embrasser les
différents héritages. Le problème, c'est qu'il y a une tension entre l'individu dit noir en France et la société dans laquelle il vit, voyez-vous? Donc, même si le sujet veut embrasser sa double culture, parce que cette double culture existe, il vit quand même dans une société assimilationniste et raciste. Donc, oui, on peut aspirer à un idéal humaniste, mais il va demeurer un idéal tant que la structure de l'imaginaire français n'a pas encore intégré l'idée que la France s'est répandue dans l'empire colonial français, dans la Caraïbe, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, et que beaucoup d'entre nous, que nous le voulions ou non, nous sommes très français et que nous faisons partir de la France aujourd'hui. Donc, il y a une tension entre le désir de l'individu d'incarner ce qu'il est et la société dans laquelle il vit, où il n'est jamais assez français, jamais assez ceci, jamais assez cela. Et c'est juste à cause de la couleur de sa peau, parce que vous pouvez être d'origine italienne ou polonaise, mais personne ne va jamais vous renvoyer à vos origines ou vous demander de choisir. Mais la couleur de la peau signale quelque chose dans l'imaginaire raciste. Donc, le fardeau ne porte pas sur l'individu qui est issu de cette double culture, mais sur la société qui continue à le renvoyer à une forme d'étrangeté. Donc, le changement ne sera possible qu'à partir du moment où la société en elle-même aura changé, aura intégré certains paramètres qu'elle refuse d'accepter. Très bien, merci beaucoup. Nous passons à la question d'Abdel Mouncharou. Quand ramenons-nous cette thématique sur nos apprenants en milieu scolaire et estudiantin? Comment pensez-vous à l'intégration des valeurs culturelles utiles dans nos curricula pour avoir des futures générations moins complexées et qui comprennent leur réalité socioculturelle et identitaire? J'imagine, je vous propose de garder la main, professeur, peut-être. Écoutez, ça peut paraître un peu pessimiste, mais en fait, il faut qu'on revoie la manière dont on envisage l'éducation. Est-ce que ce qu'on apprend en Afrique, c'est pour nous essayer de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui, ce qui nous est arrivé hier et où nous devons aller? Ou est-ce que nous intégrons, digérons des savoirs juste pour passer des examens et pour avoir des diplômes? Ce n'est pas la même chose. Je pense que malheureusement, le système éducatif occidental a été conçu pour les sociétés occidentales, de telle sorte qu'elles ne sont pas perdues et confuses dans le système qu'elles ont créé. Dans les sociétés africaines, on a quand même hérité de la structure coloniale. Donc, même quand on a des disciplines ou même quand on éduque, on n'est pas forcément éduqué pour comprendre notre réalité. Donc, c'est à nous, chercheurs, universitaires, enseignants, de voir de quelle manière on peut le faire, même si on peut être exposé à des textes. Moi, j'ai fait passer mon baccalauréat au Cameroun. J'ai lu Mongo Betty, j'ai lu Guillaume Oyonombia, etc. Mais parce que je vivais au Cameroun, d'une certaine manière, c'est vraiment après être sortie du Cameroun que je me suis rendu compte de ce que j'avais vraiment lu. Vous voyez? Donc, comment est-ce que les enseignants, même qu'ils enseignent les textes littéraires africains en Afrique, peuvent un peu les enseigner de manière transgressive, de telle sorte que l'étudiant comprenne que ce texte qu'il lit, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas Racine, Corneille, mais comment est-ce qu'on établit les ponts entre ce qu'on lit et ce qu'on vit. Ça n'a pas été tellement mon cas, même si j'ai lu les textes littéraires africains. J'ai lu Ville cruelle de Mongo Betty. C'était très intéressant parce que j'ai compris un peu ce que c'était que la vie coloniale dans la zone du centre dans les années 40-50, mais ça n'a même pas été présenté de telle sorte que j'ai eu un rapport organique au texte que je lisais, vu que ça faisait partie d'une série de textes, Black Boy, Le Cid, Corneille, vous voyez? Donc, c'est à nous un peu d'avoir une lecture culturellement informée, de telle sorte que ce n'est pas juste un texte littéraire qui est au programme. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce que nous sommes aujourd'hui? Donc, ce sera un peu ça, ancrer les textes dans le vécu des étudiants.
ne pas en faire des espèces d'objets suspendus qu'on lit juste parce qu'on veut analyser une métaphore, une hyperbole, la focalisation zéro, le narrateur omniscient. Oui, tout ça, c'est très bien. Mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de lire et qu'est-ce que ça me dit sur moi et les gens qui sont autour de moi et la société dans laquelle je vis? Je pense que c'est ce petit réglage qu'il faut faire. Même avec ce qu'on a, même s'il y a des défauts, il y a quand même des textes africains qui sont enseignés. Mais comment sont-ils enseignés? Sont-ils enseignés comme on les enseignera à la Sorbonne ou à NYU, ou sont-ils enseignés de telle sorte que quelqu'un qui vit sur place a un rapport organique avec le texte? Ok, très bien, merci beaucoup. Notre prochaine question est celle de Jean-Pierre Danikengouroukié. Pardon si j'ai écorché le nom. Quelles sont les stratégies qui seraient efficaces en vue de diffuser les résultats de ces recherches enfermées dans le milieu universitaire? Et je vais poser la question à Pascal. Non, pardon. Ouais, Pascal Obolo. En fait, je te jure, les stratégies qu'on pourrait mettre en place pour, je dirais, démocratiser en fait les savoirs et les recherches effectuées dans le champ académique pour l'ouvrir à un plus grand public. En fait, il faut créer des espaces de rencontre. Par exemple, moi j'ai travaillé dans un espace qui s'appelait la Colonie Barré. C'était un espace qui avait été créé par Kaderatia à Paris. Et dans cet espace, qui était une forme de laboratoire aussi, on avait brisé la barrière du sachant et du non-sachant, en disant que quelque part, on a tous des connaissances, des savoirs, mais ces savoirs sont différents. Comment, à partir d'un même sujet, et des gens qui ne viennent pas du même milieu, c'est-à-dire que ce bien le milieu des activistes, du champ universitaire, que des praticiens, comment ensemble, à partir d'une même thématique, on peut, à partir des savoirs différents, produire un savoir commun. Et donc l'idée, c'était vraiment à chaque fois qu'on organisait en fait des rencontres, déjà c'était en cercle, et ça veut dire quelque chose. En cercle, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans nos traditions africaines. C'est une manière de faire tourner la parole et de se dire, il n'y a pas quelqu'un qui a le sachant et le non-sachant, et que nous avons des savoirs, mais qui sont différents, mais comment, à partir de nos différences, à partir des différents savoirs, ensemble, on va produire un savoir commun. Et je pense que le savoir académique a besoin des savoirs qui sont produits sur le terrain par des activistes, et que quelque part, ces mondes-là doivent se rencontrer pour pouvoir en fait démocratiser et produire un savoir qui parle à tout le monde. Je vais vous donner un deuxième exemple. Par exemple, moi j'ai fait un film sur Calypso Rose, qui était la première reine du Calypso à Trinidad, et le premier mouvement féministe trinidadien, qui était monté par des universitaires femmes trinidadiennes. Elles n'arrivaient pas en fait à faire passer leur message auprès des femmes de classe sociale pauvres ou qui vivaient en fait en province ou dans les villages. Et ben, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont associées en fait avec Calypso Rose. Elles se sont dit, ouais, dans les textes de Calypso Rose, la manière dont elle parle des femmes, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, qu'on va utiliser les textes de chansons de Calypso Rose pour pouvoir en fait faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes, quelle que soit leur classe sociale, qui puissent en fait nous rejoindre dans notre lutte d'émancipation et dans notre lutte féministe. Et donc, quelque part, en utilisant en fait effectivement les chansons de Calypso Rose, effectivement, ça a permis à des femmes, à plus de femmes, quelle que soit leur classe sociale, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir faire avancer les luttes ensemble. Donc, je pense qu'il est important de créer des espaces de rencontres, que ça soit comme disait par exemple à un moment donné Nathalie, en disant le fait d'avoir emmené des auteurs, des écrivains dans les petites classes, discuter, échanger, lire avec les enfants,
c'est aussi quelque part une manière de désacraliser aussi l'objet du savoir qui est l'objet livre, et de se dire, bah tiens, il y a l'auteur dont j'ai lu qui est devant moi, et je peux échanger avec lui des questions dont je me suis posées en lisant en fait son livre, et ben là, j'ai accès et je peux quelque part discuter avec lui. Par exemple, nous, ce qu'on fait dans le cadre de l'African Art Book Fair pour la Biennale de Dakar, on invite toujours 2 artistes qui travaillent en fait avec des écoles de Dakar, et ces artistes-là apprennent aux gamins à faire des livres d'artistes. Et ces livres d'artistes qui sont produits par les enfants, des fois, c'est les premiers livres qui rentrent dans leur maison. Parce que dans beaucoup de familles africaines, c'est rare de trouver en fait une bibliothèque dans ces maisons-là. Et c'est aussi une manière de dire, avec des objets de récup, et si tu as une histoire à raconter, tu peux produire aussi un livre. Donc, c'est un peu quelques exemples que je vais partager avec vous pour répondre en fait à cette question. Merci beaucoup pour cette réponse riche et complète. Du coup, on va prendre une dernière question qui sera celle de Yacouba Mounirou. Comment les institutions universitaires peuvent-elles valoriser les expressions culturelles des étudiants sans tomber dans le folklorisme ou la marginalisation de ces initiatives? Et j'ai envie de vous la poser un peu à plusieurs. Donc, je vais commencer par Pancras. Oui, sur la question, je vais peut-être prendre le cas du Bénin où les institutions universitaires qui, généralement, au sein des universités, sont des regroupements d'étudiants. Je veux nommer la Fédération nationale des étudiants du Bénin, l'Union nationale des étudiants du Bénin, etc. Ces institutions-là, pour ce qui est des étudiants, pour le cas du Bénin, essayent justement de se mettre généralement en groupe pour peut-être soit valoriser des rythmes culturels, soit valoriser, j'ai envie de dire, des récits qui sont propres à leur communauté. Et généralement, il se fait que ce sont des étudiants qui ressortent de plusieurs horizons, qui se regroupent et qui valorisent tel ou tel élément lié donc à leur culture. Et donc ça, je trouve que c'est un cas d'école qui peut être implémenté. Et oui, justement, il y a aussi la question du folklorisme, la question de la marginalisation qui peut se poser de temps en temps. Mais je trouve que, toujours parlant du cas du Bénin, ce sont généralement des initiatives qui essayent de diversifier ce qui est promu pour que telle ou telle communauté ne se sente pas marginalisée, et ce sont des institutions qui généralement essayent de faire aussi appel à des professionnels pour de temps en temps encadrer les activités qui se mettent. Donc je veux croire que la question parle effectivement de ce genre d'institutions universitaires-là, et je donne donc l'exemple du Bénin pour montrer ce qui se fait. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Après, il y a aussi que généralement, ces institutions sont parfois confrontées à des problèmes, j'ai envie de dire, de ressources, pas forcément financières, mais ont besoin parfois d'être encadrées suffisamment pour promouvoir comme il se doit, j'ai envie de dire, ces éléments culturels, ou mieux valoriser ces éléments culturels-là. Et c'est là qu'intervient encore une fois, j'ai envie de dire, la volonté des décideurs qui, qu'on le veuille ou pas, peuvent aussi jouer un rôle très intéressant en accompagnant ces institutions universitaires-là dans la valorisation des éléments, j'ai envie de dire, culturels au sein donc des universités. Ok, très bien. Merci beaucoup, Pancras. En 1 minute à peu près, professeur Etoke, qu'est-ce que les questions vous inspirent? Donc, comment les institutions universitaires peuvent-elles valoriser les expressions culturelles des étudiants sans tomber dans le folklorisme ou la marginalisation de ces initiatives? Le mot folklorisme m'interpelle, mais comme on dit ici, I will leave that alone. Je ne sais pas, vous savez, je vais parler par rapport au Cameroun, je ne sais pas par rapport aux autres pays africains, on a un ministère de la culture, mais je ne pourrais pas vous dire concrètement quelles sont les initiatives régulières mises en place
par ce ministère. Je sais qu'on avait le ballet national du Cameroun, tout comme en Guinée, il y avait le ballet national de Guinée qui était très connu, notamment sous le régime dictatorial de Sékou Touré. Dans les départements de théâtre, les gens se produisent sur scène. Donc, une fois de plus, je pense qu'il ne s'agit pas fondamentalement d'inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est une question de priorité politique. Et quand on dit comment est-ce qu'on va valoriser, avant que les institutions ne le valorisent, est-ce que nous-mêmes nous valorisons ces questions-là dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, parce qu'en fait, est-ce qu'on attend tout d'un point de vue structurel et étatique, ou est-ce qu'on met également en place des structures communautaires qui nous permettent de commencer le travail? Et ça n'a pas besoin d'être ou bien, ça peut être les deux. Et je pense que, honnêtement, en Afrique, la culture est vivante. Il suffit de voir, par exemple, ce que les jeunes gens font avec les matériaux de récupération. Quand moi, je grandissais, j'avais des camarades qui fabriquaient des jouets avec des fils de fer, etc. Donc, je pense qu'on a aussi une conception un peu trop institutionnelle de la culture qui, finalement, ne correspond pas peut-être avec notre prétendue culture africaine. Comment est-ce que la culture se manifeste au quotidien, premièrement? Est-ce qu'on la valorise? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe dans le cadre universitaire où il y a des départements de danse, des départements de théâtre, des départements de littérature, et comment est-ce que les personnes dans ces espaces-là réinvestissent le quotidien? Parce que finalement, la culture n'est pas produite par des universitaires. Hein. Nous, on travaille dessus, mais ce sont les artistes qui vivent dans des communautés, qui ont une certaine expérience du vécu en Afrique. C'est eux qui peignent, c'est eux qui créent des chansons, c'est eux qui écrivent des livres. Nous, dans l'université, on travaille sur ce qu'ils ont produit. S'ils ne produisent rien, on n'a rien à faire. Donc, je pense qu'il faut également transcender un peu cette dichotomie entre l'institution et la culture. La culture, c'est le vivant. La culture, c'est la communauté. La culture, c'est ce que nous faisons quand nous sommes ensemble. Qu'il s'agisse de cuisiner, qu'il s'agisse de danser, qu'il s'agisse de raconter des histoires, etc. Après, les institutions, c'est autre chose. Et je ne suis pas béninoise, mais je sais que, par exemple, il y a un grand travail qui a été fait pour rapatrier les œuvres d'art. J'ai regardé le documentaire Dahomey. Et le moment que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était la discussion entre les jeunes béninois, qui finalement avaient une conversation, pas tellement sur l'objet d'art et le retour, mais en fait, qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui en tant que jeune béninois. Et aussi, ils ont parlé de la question du vaudou. Ils ont parlé du fait que tout est centralisé dans la capitale. Est-ce que ces œuvres vont circuler? En fait, leur discussion réinscrivait ces œuvres d'art dans le vivant. Parce qu'on oublie que ces œuvres qui sont parties ne sont pas parties en tant qu'œuvres d'art. C'était des objets spirituels. C'était des objets qui faisaient partie du vécu. Mais ils nous reviennent sous une forme réifiée par l'Occident en tant qu'objets d'art. On les met dans des musées. Mais ces jeunes-là, en fait, ils problématisent le statut de ces objets qu'on renvoie et tout le faste autour par rapport à leur quotidien et par rapport à leurs préoccupations. Pour moi, c'est dans cet espace-là qu'il y a un débat sur la culture. Ce n'est pas vraiment à travers ce que le président du Bénin essaye de faire, le retour des œuvres d'art. C'est les jeunes. Le continent africain est le continent le plus jeune, moyenne d'âge 19-21 ans. Les jeunes se demandent, mais qu'est-ce que ça représente pour moi aujourd'hui et demain? Et dans ma culture, ce sont des objets sacrés qui ont basculé dans le vocabulaire négatif du vaudou, qui est aussi une spiritualité mal comprise. Donc, en fait, il pose des questions qui, pour moi, me rappellent que la culture, c'est le vivant. Ce n'est pas des objets enfermés dans des espaces. Et que tout cela est situé. Il y a des rapports de force entre les institutions, le politique et la vie quotidienne. Très bien, très bien. Ok, merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on va conclure en fait sur ce point-là. Je voulais vous remercier, professeur Nathalie Etoquet, Madame Cornelia Glélé, Madame Pascale Obolé-Zougas et Pancras Zunchekbe pour avoir participé et rendu vivant
conférence Liboman de l'étudiant africain. Merci beaucoup à l'équipe technique qui a œuvré en coulisses pour rendre tout ça possible. Merci aux questions du public. Il y a une collection de toutes ces questions avec des réponses sera faite ensuite. Et normalement, si vous êtes tous abonnés à la newsletter et aux outils de communication, vous aurez la suite de cet échange assez riche parce qu'il y a eu pas mal de questions. Donc, on n'a pas pu tout passer. Et donc, voilà. On vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence qui aura lieu. Là, je demande... je crois que ce sera le mois prochain. Et la thématique vous sera donnée. Merci beaucoup à tout le monde. On va vous quitter à l'heure parce que c'est un point d'honneur qu'on souhaite respecter. Donc, merci à tout le monde et on vous souhaite une excellente soirée. Au revoir, merci. Merci beaucoup.